Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je fais le portrait de Gilles Vernick. J'ai l'immense plaisir et privilège de vous le présenter. Alors, comme à l'habitude, je vais vous faire la présentation journalistique et puis nous entrerons dans une conversation beaucoup moins formelle où nous pourrons découvrir à la fois qui est Gilles et puis surtout comment il contribue à rendre ce monde un petit peu plus beau, un petit peu plus vivant et un petit peu plus joyeux. Alors, je vous le présente, Gilles Vernick est un expert en communication et en prise de parole en public, dont le talent et l'expertise sont largement reconnus. Sa capacité à capter l'attention de son public et à transmettre son message de manière claire et percutante font de lui un véritable maître dans l'art de la prise de parole en public. Il sait comment captiver son audience dès les premières secondes de son discours, en utilisant des techniques de communication efficaces, en adaptant son discours au contexte et aux besoins de son public, mais aussi dans sa manière de transmettre des idées parfois complexes d'une manière extrêmement simple. Toutes ces qualités font de lui, selon moi, un orateur exceptionnel. Il est le fondateur de The School of Speech. Il est coach, il est formateur, conférencier. Il a accompagné depuis plus de 15 ans, plus de 12 000 personnes, que ce soit des dirigeants de grandes entreprises, des organisations internationales, des avocats, des scientifiques, des financiers, des ONG, etc., etc. Gilles a également, dans le début de sa carrière, été chanteur lyrique, chanteur de jazz, acteur. Il transpose véritablement tous les outils exceptionnels qu'il a eu la chance de recevoir dans son parcours scénique et artistique à une réalité personnelle et professionnelle de ses étudiants. En conclusion, on peut dire, on a le droit de dire que Gilles Vernick est un véritable virtuose de la prise de parole en public, dont les compétences et le charisme font de lui un orateur exceptionnel. Sa capacité à communiquer de manière claire, persuasive et inspirante en font un modèle à suivre pour quiconque souhaite améliorer ses compétences en communication et en prise de parole en public. Vous l'avez compris, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour 3 raisons. Tout d'abord parce que c'est un ami de longue date. Également aussi parce que c'est un client qui est précieux pour moi. Et il m'a fait confiance en rejoignant le Cercle Stellaire. Il fait partie pour moi des membres qui impulsent à ce Cercle Stellaire une énergie, une vision, un sens. Et donc, je suis absolument ravi de l'avoir parmi nous. Salut, Gilles. Tadam! Salut Jean-Luc! Salut! Je n'ai qu'un mot à dire après ce panégyrique, après cette présentation absolument solaire, c'est silence, quoi. J'ai plus rien à dire. Tout est dit, merci, à bientôt. Magnifique. Bah écoute, si la présentation correspond et est plus ou moins exacte, si tu n'as pas Yes. besoin de rajouter ou d'infirmer quelque chose, je te Mm. propose de commencer tout de suite notre entretien avec, comme à l'habitude, une citation sur laquelle je te proposerai de réagir. Voilà, pour se préchauffer un petit peu avant de commencer les questions. Euh, alors j'en ai 2, je sais pas encore laquelle choisir. Je vais peut-être te proposer les deux, tiens. Ok. La première est la suivante. Parler en public, c'est se déshabiller. Mm. Qu'est-ce que ça t'évoque? Il y a un grand spécialiste de la prise de parole en public, quelqu'un d'autre que moi, qui œuvre essentiellement au Japon et qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Naked Presenter. Euh, j'ai lu ce bouquin il y a très longtemps et ma mémoire me fait défaut quant au nom de cet auteur. Mais cette citation me parle complètement. Et c'est, j'ai presque envie de dire, la raison d'être ou une des raisons d'être essentielles qui me mène là où je suis et qui m'aide à faire ce que je fais. C'est de permettre aux uns, aux autres, aux unes et aux autres, quand ils ou elles prennent la parole, d'oser, d'avoir le courage de se foutre à poil, de se déshabiller, d'être nu, mais nu juste pour qu'il reste l'essentiel, la substance, la substantifique moelle. Oui, complètement. Se mettre à nu, on va nous parler de ces termes galvaudés qu'on entend encore et toujours, d'authenticité, de vulnérabilité, mais en fait, c'est tellement ça, quoi. Prendre la parole, si c'est pas pour se mettre à nu, ça vaut pas la peine de le faire. Ok.
Bah alors, on va voir si tu es d'accord avec la deuxième citation que j'ai pour toi aussi, ou bien si là, il y a une différence. Mais euh, en plus, je me rends compte que j'ai mal fait mon travail parce que j'ai pas le nom des personnes qui ont prononcé ces phrases, ce qui est important pour une citation. Donc, désolé, cher public adoré, je ferai mieux la prochaine fois. La citation est la suivante. La capacité à bien parler en public est la compétence la plus importante que puisse avoir un leader en politique ou dans le monde des affaires. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, j'ai même envie d'ajouter quelque chose, si tu permets. C'est que pour moi, le, le premier talent d'un orateur ou d'une oratrice, c'est la première chose. Excuse-moi, je vais rephraser le truc. Bien prendre la parole en public, c'est d'abord bien savoir se taire. C'est pour moi la capacité d'être dans un état d'écoute et de réceptivité, non seulement d'autres orateurs qui auraient pris la parole avant nous et sur lesquels nous on embrayerait, mais surtout de pouvoir écouter d'une part le public qui est là, même s'il ne parle pas. Et quand je parle d'écoute, je mettrais, je dirais l'ouverture de tous nos radars, de tous nos sens, d'être à l'écoute profonde de qui est là au moment où moi je suis là et que je prends la parole, d'accord. Et puis d'être capable de vivre, de gérer et d'oser des apostrophes. Et puis il y a certainement le D sans apostrophe aussi, d'oser le silence. Et à partir de là, les hommes politiques, les grands décideurs, les grandes patronnes, grands patrons qui sont là et qui effectivement ont cette capacité d'être dans une écoute réelle et une écoute profonde et qui en plus travaillent leur oration, leur talent à prendre la parole, je pense que c'est une qualité indispensable, nécessaire, puisqu'aujourd'hui, mais là, si tu permets Jean-Luc, j'ouvre le scope, c'est pas seulement, et là c'est plus seulement pour les grands et les grands décideurs de ce monde, mais on nous demande, et là c'est vrai pour quasi nous tous, si de manière ou d'une autre on a une activité qui demande à être connue, qui nous demande d'ouvrir, que ce soit vers les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers la presse, que ce soit, que sais-je, dans tout type de prise de parole. Enfin, en gros, on nous demande d'être des bêtes, on nous demande d'être vus, on nous demande d'être, comment on appelle ça, on est des bêtes médiatiques, en fait. On est nous-mêmes notre propre média. Et donc, prendre la parole, c'est plus une cerise à prendre la parole c'est plus une cerise sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que on mesure peut-être pas encore tout à fait l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui sur toutes les activités. Et il y a probablement énormément de personnes aujourd'hui qui mettraient ça dans une compétence peut-être en 4, en 5, en 6, alors qu'en réalité, ça a un impact beaucoup plus puissant sur leur business qu'ils ne le pensent à aujourd'hui. Et que s'ils développaient cette compétence-là, ça les aiderait largement à développer leur visibilité. Et pas seulement la visibilité, mais la profondeur de la visibilité. Parce que être vu est une chose, toucher à travers le fait d'être vu en est une autre, et c'est ça qui fait l'impact aussi. Donc, écoute, merci pour ça. Je pense qu'on a préchauffé le truc. On peut commencer à entrer dans le vif du sujet. Je t'ai fait une interview un petit peu entrepreneuriale. Donc, je vais sortir un petit peu de ton expertise, ton corps de métier pour te proposer de mettre la casquette du chef d'entreprise, de l'entrepreneur, et d'aller découvrir comment toi, tu diriges ton entreprise, comment tu as mené ta barque, qu'est-ce qui s'est passé, et pour que ceux qui nous écoutent puissent aussi apprendre de cette expérience entrepreneuriale à ton contact. Est-ce que c'est OK pour toi? Yes, à fond. Cool. Première question. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager de ton parcours entrepreneurial ce qui t'a inspiré à démarrer ta propre entreprise? Quand est-ce que c'était et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi? Eh bien, figure-toi que ça s'est passé à un moment précis et tu étais présent. Oh, ok. Yes. Ça s'est passé à un moment précis et tu étais présent. On était, si je ne m'abuse, ensemble en Italie, à Rimini. Et on suivait
le séminaire de Tony Robbins. C'est un moment qu'on a partagé d'ailleurs. On était ensemble en Italie. On était ensemble à Rimini pour le séminaire, the one and only big seminar from Tony Robbins. Ça s'appelait Unleash the Power Within, UPW, si mes souvenirs sont bons. On était ensemble là. Et Yes. pendant ce séminaire, j'ai vraiment pris la décision, parce qu'à l'époque, j'étais chanteur lyrique, je chantais à l'opéra, je me produisais un peu partout, et j'ai vraiment décidé de créer à ce moment-là le rêve d'une entreprise. Je ne l'ai pas créé à ce moment-là, mais j'ai décidé d'accepter que ce statut d'artiste qui était le mien, de reconnaître en fait, j'ai décidé d'ouvrir les yeux et de reconnaître que ce statut d'artiste qui, je suis en Belgique, est un statut déplorable, épouvantable, qui n'existe pas, de non-reconnaissance absolue, et bien que ce statut qu'il m'avait été tellement difficile d'obtenir, en gros, j'en avais plus rien à foutre. Et je pouvais décider d'être un artiste sans avoir ce statut auquel je tenais de manière complètement poétique et c'était dérisoire, ça n'avait aucun sens. Si ce n'est le statut, ça n'avait aucun sens par rapport à ce que ça m'amenait, ce que ça me rapportait. Donc, lors de ce séminaire, j'ai décidé que je créerais une entité, une entreprise. Il a encore fallu 2 ans, 3 ans, avant que, 2 ans et demi, avant que le petit bonhomme fasse son chemin et que je crée, parce que j'avais à ce moment-là commencé à œuvrer comme coach ou comme facilitateur au niveau de la prise de parole. Et j'ai décidé quelques années plus tard, donc, de créer mon entreprise. D'abord, une entreprise dans laquelle j'étais le seul à intervenir, mais très très vite, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'embarque avec moi des personnes qui ont le même type de background que moi, le même type de profil que moi, qui viennent du monde de la scène, et ensemble, on va transmettre ces outils géniaux, tu l'as très très bien dit, qu'on a reçus sur scène, et qu'on va transposer au monde des organisations, au monde des entreprises, au monde de celles et ceux, des coachs, de celles et ceux, des entrepreneurs qui souhaitent prendre la parole. Ouais, ce que j'adore dans ton histoire, tu vois, c'est que juste pour recontextualiser, en Belgique, le statut d'artiste, tu parles de statut d'artiste, mais ça n'existe même pas en fait. C'est un petit nom qu'on lui donne. En réalité, un artiste en Belgique, il bénéficie du chômage quand il n'est pas en train de travailler sous conditions particulières. Donc c'est vraiment un statut dans lequel on est complètement amalgamé à quelqu'un qui travaille pas. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est très particulier et qui, je comprends complètement ce que tu me dis. Du coup, si je comprends bien, ce déclic que tu as eu, c'est le déclic de je sors d'un statut moitié assistant, moitié flou pour rentrer dans un statut où je m'assume, je pose, je suis mon propre socle et je développe à partir de là, quoi. Exactement. Au départ, là aussi, c'est un peu une image d'Épinal, mais c'est peut-être un peu poétique, mais je voulais devenir indépendant. Ouais, carrément. Tout ce que ce mot signifie. Je voulais être indépendant. Je voulais plus qu'on décide pour moi. Je voulais plus aller montrer ma carte de chômage pour dire que j'étais allé pointer, alors que par ailleurs j'étais par Mons et par Vaux, dans les théâtres, dans les opéras, que je chantais, que je travaillais plutôt beaucoup par rapport à nombreux d'entre nous pour qui c'était beaucoup plus compliqué que pour moi. Et donc je trouvais ça insupportable, intolérable, totalement irrespectueux vis-à-vis des artistes qui casse la nénette pour créer des choses, faire des choses, amener de l'espoir, amener de la joie, amener du bonheur, amener des changements de concepts, voilà, amener de la culture quoi, dans la vie des gens. Et donc, je trouvais ça insupportable. J'ai donc quitté ce statut. Et quand je l'ai quitté, je ne l'ai pas quitté pour devenir seulement indépendant, je l'ai quitté et j'ai tout de suite créé mon entreprise. Donc j'ai pris un numéro d'entreprise, j'ai trouvé du capital et j'ai créé cette entreprise. Et là, je peux te dire que tout le monde, mais tous les gens de mon milieu
d'acteurs, de chanteurs que je fréquentais depuis des décennies, ils m'ont regardé, ils ont ouvert des yeux, mais comme si j'étais un grand malade, quoi. Ils m'ont dit, Gilles, mais t'es un malade, t'es fou. Ça a été tellement compliqué d'obtenir ce statut, tu l'as eu, et maintenant tu lâches, et tu prends tu prends même pas d'airbag, quoi. Tu fonces, quoi. Tu crées ton entreprise. Ouais. Et donc, ils m'ont dit, et si tu te plantes, bah, je leur ai dit, c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est pas comme ça que je réfléchis. Je fais pas ça pour me planter, je fais ça pour réussir, je fais ça pour vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et donc, si ça marche pas, je trouverai un plan B à ce moment-là. Mais dans l'idée, à fond avec le plan A, quoi. Complètement. Il y a pas de plan B. Je lâche. On fait quoi, on dit quoi. Je brûle les bateaux, quoi. Ah ouais, carrément. Donc, tu lances cette entreprise. Et puis, évidemment, c'est un long fleuve tranquille. Tu n'as que des succès. Ouais. Tout est facile. Bien entendu. Plus sérieusement, comme tout entrepreneur, tu as forcément rencontré des défis. Est-ce que peut-être tu pourrais nous partager le plus grand défi que tu as rencontré comme entrepreneur et puis comment tu l'as surmonté? Je vais me permettre de désobéir un peu et d'en choisir deux, si tu permets, Eric. Le premier, parce que en fait, ils sont intimement liés. Le premier défi, c'est d'y aller, quoi. D'accord ? C'est d'oser y aller. Et une fois que j'y vais, les choses se passent et se passent plutôt pas mal. D'accord ? Je parviens à créer un événement qui est un séminaire d'entrée aux formations que je donne, exclusivement en présentiel. Yes. Je ne crois à ce moment-là qu'au présentiel, qu'aux vertus du présentiel. Et donc, je suis avec les gens dans des salles, je donne des séminaires, je rencontre les gens, je vois comment ils respirent, j'ai besoin d'avoir un contact. Les sens, pour moi, sont extrêmement importants, développés. C'est ce que j'enseigne aussi, la puissance de l'utilisation et du savoir-faire des sens dans la prise de parole. Et donc, voilà, je crée un événement. Et cet événement, je l'organise 2 fois par an. Et je parviens à faire venir des gens dans cette salle et dans ces salles. Et donc 2 fois par an, j'organise. La première fois, il y a 70, il y a 70 personnes qui sont là. La deuxième fois, il y en a 150. La troisième fois, on est autour de 100, je pense. Et puis, c'est à partir de là que je propose en fait mon parcours de formation. Et donc, ça se passe plutôt très bien, en fait. J'ai beaucoup de gens, mais j'ai beaucoup de gens dans cet événement. Le pari et la première immense difficulté, pour moi, c'est d'entretenir le fait de faire venir ces gens. Et donc, j'ai acquis à ce moment-là, depuis presque une dizaine d'années, un savoir-faire. Je suis reconnu à gauche, à droite. On est à Bruxelles, donc je suis très très présent au sein des institutions européennes, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, dans toutes les agences européennes qui sont autour. Je suis très très présent par là. Je forme des avocats à la plaidoirie. Je suis vraiment présent, reconnu comme un expert. Mais moi, je suis en train de créer ma propre boîte, ma propre entreprise, et je dois faire venir les gens. Et donc, je ne peux pas m'adresser directement aux gens que je rencontre au sein des institutions européennes, parce que ce ne sont pas mes clients directs. On fonctionne par ce qui s'appelle des contrats cadres, des appels d'offres, des trucs. C'est les clients d'une boîte qui m'engagent comme expert. Donc, je ne peux pas les contacter. Donc, j'ai des milliers de personnes que j'ai filmées, que j'ai formées, que je ne peux pas contacter. Et donc, j'ai un savoir-faire. Et mon immense difficulté est de le faire savoir.
Et donc je remplis une fois, je remplis deux fois, ça grandit, je prends des lieux de plus en plus importants, de plus en plus imposants. Trois fois, ça commence à diminuer un petit peu. Et puis en fait, je me rends compte que si je l'organise 2 fois par an, donc pendant 2 mois qui suivent juste l'événement, je dors plus ou moins. Et puis pendant les 4 mois qui précèdent la nouvelle session, je dors, je mange, je digère, je cauchemarde, je pense, je rêve, je suis complètement obsédé, obnubilé par le remplissage de cette salle. Et ça me prend une énergie, mais Jean-Luc, un truc de malade, quoi. Et donc j'ai du monde, mais j'arrive à l'événement, mais exsangue, quoi. Et donc, l'événement prochain, la quatrième ou la quatrième session est programmée le 28 mars, je me rappelle bien, c'est le jour de mon anniversaire, le 28 mars 2020. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous l'aurez compris, on a tous été dans la même panade. Donc le 19, en Belgique c'était ça, le 19, lockdown, je suis en plein dans l'animation d'un séminaire, on doit s'arrêter au milieu du séminaire, tout est bouclé, le Saint Covid débarque. Et mon événement, 10 jours plus tard, évidemment, il gicle. Donc tous les frais sont engagés, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'inscrits, et l'événement, il se passe pas. Waouh. Donc, c'est clairement un événement dans lequel moi j'investis. Parce que comme c'est un événement d'entrée, je demande pas cher à ce moment-là. Et les gens, c'est plutôt pour me faire connaître. Donc les gens, ils viennent. Et lors de cet événement, je leur propose la suite du programme. Mais c'est vraiment un événement dans lequel j'investis. C'est de l'investissement pur. Mais tous les frais sont engagés. Et les gens, à partir du moment où je leur dis, on leur écrit gentiment pour leur dire que c'est annulé, ils demandent de remboursement. Mais moi, ces frais, je les ai déjà, cet argent-là, je l'ai dépensé depuis très longtemps. Tu vois, pour payer les salles, pour payer les ingénieurs du son, les caméramans, les trucs, les machins. Bon. Et donc ça, c'est le premier challenge horrible où je suis face à du 100% présentiel qui se transforme en 0% d'activité. Oh yeah. Tout s'arrête. Énorme. J'ai des dettes partout. Je dois de l'argent à tous mes clients qui s'étaient inscrits, qui ne peuvent pas suivre le truc. Et c'est franchement très, très, très compliqué. Comment t'as rebondi? Bon, Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, parce que t'es là, donc la bonne nouvelle. Spoiler alerte, ça finit bien l'histoire. Mais comment tu fais avec ça? Ça finit bien. Le chemin, il n'est pas fini, tu vois. Mais là, en tout cas, là, ça va bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, j'ai la présence d'esprit. Je pense que c'est au mois de février 2020, de m'inscrire à une formation, moi, en tant que formé, d'accord, en tant qu'élève, à une formation avec un grand coach sur la place qui me propose de m'apprendre à créer mon programme en ligne. Donc, 1 mois avant le Covid. Et là, c'est vraiment j'ai suivi la meilleure intuition qui soit, quoi. C'est vraiment ce programme qui m'a permis, pendant 4-5 mois, d'apprendre ce que ça voulait dire créer un programme en digital, de transformer tout mon accompagnement en digital. Donc, je veux juste vous rappeler ce que j'ai dit il y a 5 minutes, c'est que pour moi, je n'avais Dieu que pour le présentiel. Et donc, je fais ce truc, mais en n'y croyant pas une seconde, en me disant, c'est pas possible. Enseigner la prise de parole en public à travers un écran, c'est pas possible. Et en fait, dans les 3 ans qui ont suivi, tout m'a montré le contraire. C'est-à-dire que j'ai des clients qui sont venus déjà
vous l'avez probablement vécu vous aussi, toutes les frontières s'ouvrent. Et j'ai des clients en Thaïlande, et j'ai des clients à Dubaï, et j'ai des clients en France, et en Belgique, et au Luxembourg, et en Suisse. Et je peux partager la passion que j'ai auprès de ces personnes qui sont parfois à l'autre bout du monde, qui sont parfois digital nomades et qui sont effectivement un peu partout, pendant que je partage ces outils. Et puis, dès que c'est possible, de créer quand même des moments en présentiel pour les réunir. Et là, je me suis rendu compte, force m'a été de constater, je me suis pris une baffe dans la gueule, mais énorme, déjà que la transformation était encore meilleure qu'avant. Et les gens m'écrivaient des témoignages, là je parle d'avant le Covid, comme quoi c'était la meilleure formation de leur vie, que jamais ils avaient vécu un truc pareil, que des formations, ils en avaient suivi des dizaines et des dizaines, mais que jamais ils avaient vécu ça. Et ben, depuis le Covid, la transformation, je le vois, est encore beaucoup, beaucoup plus puissante. Waouh. Et si je peux prendre encore quelques secondes là-dessus, ce qui fait, parce qu'évidemment, je me suis posé 1 million de fois la question, mais qu'est-ce qui fait que c'est encore plus fort, que c'est encore plus puissant? Je pense qu'il y a plusieurs réponses et je pense que c'est multifactoriel, mais il y a certainement un élément majeur. C'est que plutôt que de donner des séminaires en immersion, one shot, dans lequel clairement tu fais bouger les lignes, et les gens ont vécu un événement extraordinaire. Donc, ils sont secoués. Ils sortent de là. Et puis le lendemain, le surlendemain, ils reprennent leur vie. Et rien dans leur corps n'a eu l'occasion de vraiment profondément s'ancrer. Donc, ils ont vécu des transformations, ils ont vécu des bouleversements, ils ont ouvert des yeux et ils se sont dit « Waouh, c'est magique !» Mais le corps, le cœur, l'esprit n'a pas eu le temps d'engrammer le truc. À la différence que dans un programme en ligne, je ne fais pas du one-shot. Dans un programme en ligne, dans les programmes que je propose en tout cas, ça s'étale dans le temps. Et donc, c'est un programme sur 3 mois. Donc, je passe de 2 jours à 3 mois. Mais ça change tout. Le fait de revenir encore, et encore, et encore, et de prendre du feedback, de revoir de la théorie, de le mettre en pratique, de le faire encore, d'être encore coaché, de recevoir du feedback et d'être coaché là-dessus, de nouveau, avec moi, avec quelqu'un d'autre de l'équipe, qui entend donc un autre son de cloche, et on remet le truc sur l'établi encore et encore pendant une période assez importante, de 3 mois. C'est pas énorme, mais c'est assez pour que la transformation ait totalement lieu, totalement, dans toutes les cellules. Et là, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. La transformation a opéré. Et ça, c'est fou. C'est fou parce que finalement, en fait, c'est un événement un peu challengeant qui t'oblige à pivoter ton business. Et ce qui en sort, c'est que la mission de ton entreprise est encore mieux servie. Tu as encore la possibilité d'avoir plus d'impact et de transmettre ces outils. On sent bien la passion que tu as à vouloir transmettre ces outils et à les transmettre massivement. Donc c'est rigolo, quoi. C'est comme si la mission de ton entreprise avait été servie à l'insu de ton plein gré, comme dirait l'autre. Exactement. c'est ouf. C'est ouf. Petite question à ce propos-là. Je veux juste terminer là-dessus. Il y a juste qu'en plus, maintenant, on a le meilleur de tous les mondes. C'est-à-dire que la formation en digital, elle est là, la formation en visio, elle est là, et puis on se voit en vrai. Et c'est vrai que c'est quand même merveilleux aussi. Carrément. Excuse-moi, je t'attends. Justement, on parle, tu vois, on sent ta passion, on sent ton implication, ton alignement, tout ça, c'est juste palpable, je pense. Je voudrais te demander quels sont les principaux principes, valeurs qui guident ta carrière entrepreneuriale, ton aventure entrepreneuriale. À quoi tu t'adosses quand tu dois prendre des décisions, que tu dis
ouais, je sais pas, qu'est-ce qui te vient là par rapport à ça? Un ou deux ou trois principes ou une ou deux valeurs, des choses qui bougent pas, quoi. Alors, des choses qui bougent pas, c'est ma, je pense que c'est mon intuition que j'écoute, et ce que j'écoute en particulier dans ce domaine de l'intuition, ce sont les rencontres. Je me rends compte que dans ma vie, ce sont les rencontres qui ont chaque fois, des rencontres humaines, qui ont chaque fois été à l'origine d'un grand pivot, d'un grand shift. Donc je suis très à l'écoute des rencontres et de ce qui peut se jouer là. De ce que l'autre peut, à certains moments, ressentir, me dire de ce qu'il voit, de ce qui émane peut-être de moi dont je n'ai pas conscience. Et ça peut bien entendu être des rencontres avec des mentors, avec des coachs, mais pas que. Ça peut aussi être la rencontre avec un de mes clients ou un de mes élèves qui voit quelque chose et que j'entends et qui vient résonner en moi et que je laisse s'amplifier et qui, chaque fois que je l'ai fait, c'est pas arrivé très très souvent, mais c'est arrivé à plusieurs reprises et chaque fois, ces changements, ces pivots, ces décisions ont été à l'origine de grandes et belles transformations. Donc je suis très à l'écoute de ça. Je reviens certainement, et ça va être corrélé à la notion du silence. Ça, c'est une notion qui m'est très, très chère. Alors, je parle beaucoup, là, j'ai la langue bien pendue. Mais il m'est arrivé aussi, par la force des choses, suite à des accidents. On pourrait se dire que le Covid est un accident, mais il y a eu d'autres accidents dans ma carrière, dont un accident vocal très très violent, je dirais, qui en tout cas m'a intimé l'ordre de me taire, et de me taire pendant près de 9 mois. Waouh. Pendant 9 mois, tu as dû vraiment être au minimum de ton expression verbale, c'est ça? Ah non, non, non. Pendant 9 mois, j'ai été dans l'abstention. Waouh. Enfin, pendant 6 mois, en tout cas, totale, dans l'abstention totale de mon expression verbale. Waouh. Ouais. C'est ouf. Parce Ouais. que tu vois, c'est dingue quoi. Déjà pour une personne normale, à dire comme ça, tu vois, c'est déjà, ça doit déjà être quelque chose de très particulier à vivre. Moi, je l'ai vécu pendant 3 jours. Hein. Donc, j'ai pas fait plus que 3 jours et encore c'était compliqué. J'écrivais sur les bouts de papier et tout. Et on mesure pas à quel point l'expression verbale est centrale dans nos vies. On y est tellement habitué. Donc, je prends la mesure. Je connaissais pas cette histoire. Je fais wow, ça a dû être une expérience incroyable. J'étais à New York et j'ai eu un accident vocal sur scène. J'ai terminé le concert, je sais pas comment. Et puis s'en sont suivis 9 mois de galère absolue. Les 3 premiers mois pendant lesquels je continuais d'essayer de chanter, je comprenais pas ce qui se passait, ça m'était jamais arrivé. Touchons du bois, faut plus que ça m'arrive. Je connaissais pas. Donc j'ai continué à chanter. Je sentais bien qu'il y avait un problème, donc je suis allé voir un spécialiste, le grand spécialiste des chanteurs lyriques du Metropolitan Opera à New York. Et donc, et ce type me regardait avec vous savez, une lampe sur le front, le vieux professeur tournesol avec sa barbiche et ses petites lunettes. Et il m'inspectait les cordes vocales avec une espèce de miroir de dentiste, tu vois, qui m'enfonçait à l'intérieur et qui venait voir mes cordes vocales. Et il me disait, "There is nothing on your vocal cord." Et moi, je disais, ça marche pas. Il me disait, "There is nothing on your vocal cord." Donc, il n'y a rien sur vos cordes vocales. Donc, je partais chaque fois dans l'incompréhension la plus absolue. Et j'ai fait des allers-retours chez ce médecin. Je continuais à le chanter, je continuais à aller voir mon coach vocal à New York qui comprenait pas ce qui se passait, ça marchait pas.
C'était la cata. Et plus je chantais, moins ma voix fonctionnait, plus elle devenait rauque. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Et jusqu'au jour où ce médecin, que je payais très cher, m'a dit « Mr. Viernik, listen to me carefully. There is absolutely nothing on your vocal cords. Il n'y a absolument rien sur vos cordes vocales. Your problem is not here, it's here. » Il dit « Votre problème, c'est pas là, c'est là. » En gros, il me dit « Vous êtes un grand malade. Donc, vous perdez votre argent, vous me faites perdre mon temps, donc, dehors. » Et il me chasse de son cabinet. Je pourrais vous raconter des aventures autour de ça, absolument hallucinantes. Mais pour faire d'une très longue histoire, une histoire plus courte, je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi, la mort dans l'âme. Pour moi, c'est vraiment, quand je dis la mort dans l'âme, c'était la mort sociale. C'est-à-dire, je ne pouvais plus m'exprimer. Tout, je m'étais complètement identifié à ma voix, au chant, à ce que je faisais, à ce que je donnais pour ça. J'avais tout quitté pour aller à New York, pour étudier le chant, pour... Bon, je passe. Et donc, en fait, en rentrant chez moi, l'un de mes voisins, à qui je m'étais jamais adressé, qui habitait, on est dans un grand immeuble à New York, qui habitait l'étage au-dessus de chez moi, on s'était croisés 150 fois dans l'ascenseur, mais on s'était juste dit bonjour. Il me voit en pleurs dans le lobby de l'appart, et il me dit... du building, et il me dit What's wrong? What's the matter with you? Avec une belle voix très, très ronde. Je lui explique ce qui se passe. Puis on prend l'ascenseur, on monte. Moi, j'habitais au 5e étage, lui au 6e. Et on arrive au 5e, il y a la porte qui s'ouvre. Je t'ai jamais raconté cette histoire? Ah non. Il y a la porte qui s'ouvre. Le mec met le pied dans la porte. Vous savez, les portes, elles font nit, nit, nit. Et lui, il met son pied dedans. Ça fait toc, 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 toc. Et donc, il me dit, j'ai un truc à vous dire. Premièrement, il me dit, je suis chanteur moi-même. Deuxièmement, il me dit, je suis coach vocal. Là, je fais ta-da-da. Je vous parlais de rencontre, ok? Troisièmement, il me dit, je vais vous envoyer chez ma spécialiste des cordes vocales. Vous allez y aller de ma part et on en reparle après. Je vais voir cette femme qui a un matériel un tout petit peu plus moderne, un tout petit peu plus up-to-date, et prend ce qu'on appelle un fibroscope, donc une fibre vidéo qu'elle met en place dans mon nez, et c'est un truc souple, qui se dirige vers mes cordes vocales, quoi. Et la nana tombe à la renverse en disant, mais monsieur Viernik, mais il y a un truc comme ça sur une corde vocale. Oups. Il me dit, mais il faut poursuivre le médecin. Je dis, oh purée, je suis aux États-Unis. Vous savez, on poursuit les médecins pour tout et pour rien. Je fais, oh là, non, mais moi je veux poursuivre personne. Moi, je veux chanter, retrouver ma voix. Et donc, elle m'a dit, écoutez, c'est très clair. Si vous voulez arriver en forme à l'opération des cordes vocales, écoutez-moi bien, vous devez, voilà le verdict. Et donc, je me suis tu. Je suis rentré en Belgique et je me suis tu pendant 6 mois. Et je me suis mis à la recherche des meilleurs chirurgiens des cordes vocales, des orthophonistes, des chirurgiens orthophonistes. Et mes pérégrinations m'ont mené à Marseille, à Paris, à Marseille, puis à Toulouse. Et il s'est passé un miracle. C'est que la veille de l'opération, je résume encore les 6 mois qui ont suivi quand je suis rentré. Donc je suis rentré en Belgique, il y a encore eu 6 mois de silence. Et la veille de l'opération, c'était à Toulouse, donc j'étais dans ma petite bagnole à l'époque, ma petite Honda Jazz, je ne verrai jamais, espèce de petit cube, l'ancêtre de la Smart. Et je suis arrivé là,
à Toulouse, le matin de mes examens préopératoires qui avaient lieu le soir, en exigeant de voir le médecin parce qu'il y avait un problème. Enfin, un problème, il y avait un truc bizarre. Et la secrétaire, l'assistante du médecin a tout fait pour me dissuader en me disant c'est impossible, il a un agenda de ministre, il vous verra aux examens préopératoires ce soir à l'hôpital. J'ai dit non, 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 je ne dois. Et ça a fait du grabuge. Le type m'a vu, il me fait ah, monsieur Viernick, mais comment allez-vous? Venez, venez. Et donc il m'a ausculté. Et il s'est passé ce truc incroyable qui est qu'au bout de 45 minutes d'examen, d'auscultation, de je sais pas tout quoi, il arrive en sueur au-dessus de moi, parce que les examens se font derrière les caméras, il me met une immense caméra dans la bouche, et puis lui, il est derrière ses manettes, quoi. Et au bout de 45 minutes, il arrive en sueur au-dessus de moi, et il bégaye, et il me dit, monsieur Viernick, mais c'est différent. Et je dis, quoi, c'est différent? J'ai ce truc, puis il enlève ce truc, je fais, il était au-dessus de moi, il fait, et puis il me dit, c'est différent. Je dis, quoi, c'est différent? Il me dit, ça a disparu. Ça a disparu. Je dis, mais quoi, ça a disparu? Il me dit, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, me dit-il. J'ai entendu parler de 2 cas comme ça dans ma carrière, mais je n'en ai jamais rencontré. Donc, vous vous levez, vous prenez vos clics et vos claques, et vous sortez d'ici. On annule l'opération avant que je ne change d'avis. Et je suis sorti de là, j'ai repris ma bagnole, j'ai conduit 1000 bornes jusqu'à Bruxelles, et le truc avait disparu. Et 1 mois et demi plus tard, j'étais sur scène, à l'opéra, pour chanter Carmen. C'est ouf. L'histoire est ouf, tu vois. Et l'histoire est ouf d'abord parce que elle est dingue. Et en même temps, tu viens de nous faire une démonstration. Moi, j'étais pendu à tes lèvres du début jusqu'à la fin de ce que c'est de justement de s'exprimer d'une manière qui rend notre expression captivante. Donc, voilà, merci pour ça, tu vois, parce que il y a pas besoin, tu vois, moi, je t'ai fait une présentation de journaliste, tu vois, pour commencer, mais en fait, j'aurais dû te laisser parler, ça aurait fait la démonstration, j'aurais pas eu besoin d'en rajouter des fleurs, tu sais. Donc voilà, ça c'est juste pour nos amis qui nous regardent et tout. Ce que je trouve assez génial, c'est que aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être dans une salle pour pouvoir travailler avec toi ou de se déplacer. On peut aussi profiter de l'internet, on peut aussi se former avec toi et je trouve ça vachement cool. Et d'ailleurs, à ce propos-là, est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, quel est le client pour toi, ton client pulsant, celui que tu aimes tout particulièrement servir? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? À qui tu t'adresses? Alors, je dois quand même avouer que j'ai des clients pulsants. Yes. D'accord. J'ai des clients pulsants. Ce qui me fait complètement vibrer, complètement kiffer, je me redresse un peu sur cette chaise, ce sont les entrepreneurs. Avancer et permettre à des entrepreneurs qui ont des projets géniaux, qui ont à cœur de transformer le monde et d'apporter des solutions, ça, aider ces gens qui ont ces idées géniales, mais qui n'ont jamais, comme l'immense majorité d'entre nous, jamais appris, jamais reçu les outils nécessaires pour venir devant des gens, pour ouvrir la bouche et pour transmettre un message. Pouvoir leur apporter ça, alors qu'ils sont complètement paniqués, qui sont dans un sentiment d'illégitimité absolue et qui se disent « Mais moi, j'ai pas d'histoire à raconter. Moi, il m'est rien arrivé de... » Et c'est tellement faux. Je vous raconte là mon parcours, mais je te demande ton parcours que je connais un peu, Jean-Luc, mais encore, il y a 1 million d'événements que je connais pas et que je rêverais d'apprendre, que tu me racontes ton histoire à toi. Et quand on se rencontre et qu'on se raconte des histoires, mais je sais pas pourquoi, même si c'est le cœur de ce que je fais, mais tout mon être se met à vibrer, tous nos êtres se mettent à vibrer comme en synergie, comme en syntonie, il y a comme un vortex qui se crée, il y a
voilà, il y a cet égrégore qui se crée. Et ça, c'est l'expérience ultime. C'est une expérience émotionnelle, c'est une expérience intellectuelle, c'est une expérience énergétique, c'est une expérience physique, parce que c'est dans le corps, et c'est une expérience spirituelle. Enfin, tout est réuni, en fait. Tout est là. Yes. Et donc, voilà, partagez ça auprès d'entrepreneurs, je trouve Les ça entrepreneurs. absolument génial. Numéro 1. Numéro 2, j'adore travailler avec des avocates, avec des avocats qui plaident des causes et qui, vous le croirez ou non, ne sont, pour ainsi dire, pas formés à plaider. Les avocats sont formés. Allez, 97% du temps, c'est formé à rédiger, formé à penser et à créer ce qu'on appelle des conclusions. D'accord ? À écrire une plaidoirie. Mais, ou des rapports. En tant que juriste, c'est vraiment d'interpréter la loi et de... Ok. Mais plaider, ils n'ont pas appris. Alors que c'est à ce moment-là, quand ils sont face au juge, que tout se joue. Et ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas été expérimentés. Ils n'ont pas... C'est fou. C'est pas comme dans les séries américaines où on a l'impression qu'en fait ils font des cours de comédie et puis de temps en temps ils ouvrent 2-3 bouquins quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans les pays, en Angleterre par exemple, il y a ces deux métiers différents. Ce qui parle de chez nous. Il y a deux métiers. Il y a ce qu'on appelle les solicitors qui rédigent le rapport, qui rédigent les conclusions, qui rédigent la thèse à défendre. Et puis il y a les barristers. Et les barristers sont ceux qui vont plaider. Donc c'est les acteurs, quoi. Incroyable. Ici, pas. Ici, pas. Mais les pays anglo-saxons, ils ont compris beaucoup de choses. Ouais, mais ça tombe sous le sens quand tu le décris comme ça. Et donc, du coup, on a les entrepreneurs, on a les avocats. Est-ce qu'il y a d'autres clients? Et puis, évidemment, on a les grands décideurs. On a les patronnes, on a les patrons, on a ces gens qui ont des responsabilités colossales, qui ont des équipes, enfin, ou en tout cas, un personnel immense, qui ont des responsabilités de dingue. Chaque décision prise, annoncée, peut avoir des répercussions sur des centaines, voire des milliers de personnes, et les milliers de personnes sur leurs clients. Donc c'est absolument gigantesque. Et là encore, il m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver appelé à la rescousse pour sauver une patronne, un patron qui, dans sa fonction même, a la nécessité et prend la parole en public tous les jours. J'ai un patron en tête en particulier qui prend la parole en public tous les jours, devant des groupes de 5 à 500 personnes, voire plus, tous les jours. Et tous les jours, c'est l'enfer. Tous les jours, c'est l'enfer. Et là, je suis appelé parce qu'il a une présentation annuelle qui est hyper importante pour lui, dont l'enjeu est colossal, c'est lorsqu'il présente en tant que CEO face aux administrateurs, au conseil d'administration. Et une fois par an, il a sa grande présentation face au CA, dans lequel il va donner sa vision, d'une part, enfin, il va parler des résultats de l'année et sa vision pour l'année à venir. Et s'il foire cette présentation-là, chaque projet qu'il va amener pour l'année qui suit, il va venir devoir quémander, montrer patte blanche et devoir défendre le truc, chaque projet bec et ongle. Alors que si cette présentation-là se passe bien, on lui donne le feu vert pour l'année. Et je suis appelé le surlendemain de sa présentation qu'il a foiré.
il a foiré. La DRH de l'entreprise m'appelle pour me demander si je peux aider son patron, qui est très très mal. Et je viens à sa rencontre, au 60e étage d'une tour, où il est tout seul, dans un truc de 3000 mètres carrés, avec des œuvres d'art plus extraordinaires, les unes que les autres, des machins gigantesques. Il est tout seul. Et on m'amène une personne qui en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre, m'amène chez lui, à son bureau, et je le rencontre. Beau mec, bien sapé, classe. Mais je vois que ça va pas. Et il m'accueille dans son bureau et je lui dis allez-y, dites-moi tout. Et il me raconte cette histoire, la nécessité d'être bon dans cet exercice. Et il me dit je n'ai jamais appris ça. J'ai commencé au bas de l'échelle, je suis monté. Je suis aujourd'hui le CEO de cette immense entreprise. Et je déteste prendre la parole en public. Je déteste ça. Je suis un introverti, je suis timide. C'est pas fait pour moi. Je suis pas bon. Aidez-moi, quoi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi, docteur, quoi? Je fais waouh, 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 waouh. Et ce qui est génial, c'est que 3 mois après, 6 mois après, les gens, le président du conseil d'administration, lui, alors pour le coup, c'était 1 an après, évidemment, quand il a redonné sa présentation annuelle, le président du conseil lui a dit « Plus jamais, je ne veux te voir autrement. » Tu vois? Et depuis, ça a commencé très vite, puisque comme il donnait les présentations tous les jours, 3 mois après qu'on ait commencé à bosser ensemble, les gens lui disaient « Mais qu'est-ce que tu nous as préparé cette fois-ci, quoi ?» Le mec, mais la transformation du gars, elle est juste... C'est plus le même homme, en fait. Il a tout lâché. Enfin, tout lâché. Il a tout lâché de ses peurs, de ses frustrations, de ses colères internes, de ses doutes, de ses croyances limitantes. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Il a lâché toutes les peurs. Et aujourd'hui, il est juste dans le plaisir. Et il donne des conférences partout. Et il adore ça. Et il fait des films, il a créé une chaîne YouTube pour l'entreprise. Enfin, un truc de dingue, quoi. Extraordinaire. L'histoire est dingue. L'histoire est dingue. Ouais. Mon Voilà. Gilles, je resterais bien discuter 26 heures encore avec toi, tu vois. Yes. Je déboucherais bien une bouteille, puis tu vois. Oh. Mais mais le temps qu'on a pour ce format, il commence à doucement toucher à sa fin. Il y a plein de sujets que j'avais encore envie d'aborder, mais je pense qu'on a pu saisir et ta passion. Je voudrais juste spécifier que dans le type de clients que tu as annoncé, c'est pas les seuls clients auxquels tu t'adresses, et je renvoie les personnes qui nous écoutent et nous regardent à aller découvrir ton site, à aller découvrir tes réseaux sociaux pour voir ce que tu peux proposer, parce que tu t'adresses pas qu'à ces profils-là. Si j'ai bien compris, on a le droit, même si on n'est pas grand patron ou avocat ou entrepreneur aujourd'hui. Entrepreneur, pour moi, l'idée d'une entreprise, c'est entrepreneur dans l'âme, tu vois, c'est créer un projet. C'est envie de bouger. Porteur de projet, mais on peut aussi être un cadre, on peut aussi, voilà. Et donc voilà, c'est pas restrictif. Peut-être j'aurais envie, tu vois, de terminer ce temps ensemble, ce portrait par. Je regarde dans mes questions si on a une qui pop, ou alors. Ouais, je voudrais terminer avec ça. Je sais que tu es papa. Je voudrais peut-être juste que tu termines avec Gilles, c'est quel type de papa? Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire un papa? Et en même temps, tu sais, cette notion de transmission. Peut-être, tu vois, finir avec cette bulle-là je te donne juste des lignes, mais je te laisse totalement libre de ce que tu as envie de partager pour clôturer ce temps. Okay. Peut-être que tu nous abordes sous cet axe-là. Alors, ouais. Il y a un truc qui me brûle, que je pense très important que je dise avant de répondre à ta question. Yes. C'est que justement, tu as nommé mon entreprise, The School of Speech. On est totalement en évolution. Là, il y a un grand shift qui opère pour le moment. Et cette entreprise change d'identité, se renouvelle et change de nom.
et elle s'appelle Impact Academy. Et c'est pour faire le lien avec le dernier élément que tu viens d'amener, qui est que justement, j'ai tellement à cœur d'aider les personnes qui ont envie, besoin de prendre la parole, dans tout type de circonstances, de pouvoir le faire, et pas seulement parce qu'elles ont d'immenses responsabilités, mais qu'un projet suffit. Le projet d'une réunion, le projet d'un rapport, le projet d'une présentation, le projet de prendre la parole sur sa chaîne YouTube, le projet de faire un webinaire, le projet de créer un post sur Facebook, le projet de... Ça, c'est de la prise de parole en public. Et aujourd'hui, la prise de parole en public, ça n'est plus seulement prendre la parole face à un public en présentiel, c'est partout, tout le temps. Et prendre la parole, c'est aussi important face caméra. Et donc, aujourd'hui, Impact Academy, justement, est là parce qu'on a envie d'ouvrir et je veux pouvoir aider beaucoup, beaucoup plus de monde que ce que j'ai pu faire jusque-là, de toutes ces personnes qui ont besoin aujourd'hui de s'exprimer plus librement, avec joie, et que ces outils ne soient plus uniquement destinés effectivement à soit une élite, soit... Voilà, je voulais préciser ça parce que ça me semblait vraiment, vraiment important et c'est le cœur même de mon activité aujourd'hui, de lancer... Oui, on est complètement dans ma question parce que c'est vraiment toute cette notion de transmission aussi et on sent bien que c'est quelque chose qui transpire de toi, donc merci de préciser. Ouais. Et c'est là que je me place, je dirais, en tant que père et en tant que papa. Je suis de nature un papa probablement très aimant, très 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 aimant. J'adore mes enfants. J'ai 3 fils qui sont tous les 3 ados et cette relation, enfin cette aventure de paternité est certainement l'aventure qui me fait le plus bouger, le plus cheminer. J'aime avec tout mon cœur. Et je pense que je pourrais aussi avoir tendance à être, à certains moments, un papa un peu, voire très permissif. Et en même temps, je vois que mes enfants viennent aussi chez moi pour chercher du cadre. Ils viennent pousser les murs parce qu'ils ont besoin de sentir qu'à un moment, le papa, il est le père. Et que le père, qui d'une manière ou d'une autre incarne un cadre, ils ont besoin d'aller le confronter, ils ont besoin de le trouver. Et donc j'ai appris avec les années à plus dire oui à tout. Parce que mon petit mougnou d'enfant, il me le demandait, tu vois. Et j'ai vu combien mes enfants, d'une manière ou d'une autre, mes fils, m'étaient reconnaissants, pas au moment même, mais même parfois juste le lendemain ou quelques heures après, d'avoir pu leur dire non. D'avoir pu leur proposer un cadre différent. D'avoir pu, à certains moments, leur imposer une activité qui était moins facile que de se retrouver devant l'écran du téléphone, que de les amener au théâtre. J'ai amené mes enfants voir le Tartuffe de Molière il y a quelques jours au théâtre. On avait des places, c'était un spectacle du festival d'Avignon en in qui était en tournée. Et c'était génial, on était sur la scène, les gradins étaient aussi sur scène, hyper inconfortable, mais pendant 2 heures, j'avais mes fistons qui n'ont jamais lu Molière de leur vie, qui étaient là, à écouter des alexandrins et à se demander, mais putain, c'est quoi ce truc ? Et qui vivaient une expérience. En même temps, je leur avais dit, les gars, préparez les ciboulots parce que
vous allez entendre une langue que vous avez jamais entendue de votre vie, quoi. Il va falloir aller décoder. Mais c'était jouissif, quoi. C'était extraordinaire, les conversations qu'on a eues ensuite, de révolte, de je comprends rien, j'étais mal assis, c'est insupportable, c'est quoi ce truc? Et puis en même temps, mais papa, c'était dingue. À la fin de la pièce, je comprenais, alors qu'au début, je comprenais rien. Tu vois, je comprenais le français, alors qu'au début, je comprenais pas. Et donc, voilà, moi, ça, c'est mon métier de père et mon métier de papa, c'est là que ça se rencontre. Et que c'est une aventure juste sublimissime, hyper challengeante. Et que j'aime profondément. Et puis heureusement que j'ai la maman de mes enfants qui est là et qui est merveilleuse. Et on fait un super travail d'équipe à ce niveau-là. Écoute, merci. J'ai même pas envie de te donner le mot de la fin. Je trouve que c'est un beau mot de la fin, ce que tu viens de nous partager. Merci infiniment, Gilles, de t'être prêté au jeu, de m'avoir permis de te mettre en lumière avec tout mon cœur, parce que je trouve que tu es une personne et un professionnel à connaître. Et je te souhaite vraiment profondément de pouvoir expanser à hauteur de ce que tu as envie et de toutes les capacités que tu as. On est ensemble pour travailler aussi au sein du Cercle Stellaire dans ce sens. Moi, je te lâche pas, je suis à fond avec toi. Je te remercie pour ce temps que tu nous as consacré. Et donc voilà, vous aussi qui souhaitez rencontrer et grandir avec des personnes comme Gilles, comme d'autres, c'est au sein du Cercle Stellaire que ça se passe. Yes. Et merci de ta confiance, Gilles, infiniment. C'est un bonheur de t'avoir au cœur de ce club, au cœur de ce mastermind. Bon, les amis, là-dessus, c'est ici qu'on termine ce portrait. C'était le portrait de Gilles Wernick. Personne ne sait comment ça se prononce, pas même lui. Wiernik. C'est polonais. Wiernik, ça se prononce. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre portrait. Salut les amis. Merci à toutes, merci à tous. Merci Jean-Luc.